Bonjour, bonjour et bienvenue à tous et à toutes. Merci à chacun pour votre disponibilité et votre fidélité à nos webinaires. Je suis Olivier de Squad Plus Technologies. C'est un gros plaisir là pour nous de vous accueillir dans ce webinaire qui va porter sur les réseaux hybrides avec Microsoft Azure. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas Squad Plus Technologies, c'est une entreprise basée à Montréal qui offre une gamme de services adaptés aux particuliers, aux professionnels et aux entreprises. Ce sont des services TI, des services conseils en TI, de la gestion des infrastructures infonuagiques, l'accompagnement dans des mandats de transformation numérique et le recrutement et le placement des ressources dans le secteur des technologies de l'information. Alors, au sein de l'entreprise, on a Squad Plus Academy, qui est notre centre de formation en technologie de l'information avec un accent sur l'info nuagique avec des plateformes comme AWS et Azure. C'est d'ailleurs dans le cadre des activités de ce centre de formation Squad Plus Academy que nous avons le plaisir, une fois de plus, de vous accueillir dans ce webinaire. Alors, avec moi ce midi, un expert, un spécialiste du domaine, un professionnel en info nuagique, Belmont. Belmont, voudrais-tu te présenter? Oui, merci Olivier. Bonjour à tous. Et c'est avec plaisir que nous vous accueillons dans ce webinaire, comme le dit mon collègue Olivier. Je m'appelle Belmont Foucault. Je suis consultant expert en architecture de solutions infonuagiques. Je détiens plusieurs certifications dans ce domaine, notamment sur les plateformes Azure et AWS. Depuis environ 5 ans, j'accompagne les entreprises dans le virage infonuagique en élaborant des stratégies pour une adoption efficace. Dans ce webinaire, nous allons aborder ensemble la notion d'hybridation dans l'univers Azure et les techniques efficaces en fait pour réussir une interconnexion hybride entre votre infrastructure existante sur site et une infrastructure Azure. C'est bon, Olivier, je Super. continue. Super, super. Non, 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 super, super. Ben, merci, Belmont. Ben, comme vous l'avez entendu, Belmont va faire ce webinaire, mais il faut aussi dire que Belmont a une série de webinaires là qu'il va faire d'ici le mois de décembre. Donc, regardez notre calendrier et n'hésitez pas à vous y inscrire là si vous aimez l'expérience. Donc, oui, Belmont, je vais te laisser parcourir le sujet. Qu'est-ce que tu voulais nous présenter ce midi? Parfait. Merci encore, Olivier. Bon, on va embrayer sur le sujet. Comme vous le savez certainement, l'informatique a une ère de grande transformation au cours de laquelle les besoins en consommation numérique sont de plus en plus croissants et exigeants en matière de qualité et de délai de livraison. De ce fait, les solutions numériques basées sur les infrastructures infonuagiques prennent de plus en plus leur place au détriment des infrastructures classiques pour répondre à ces besoins. Donc, quand on parle d'hybridation, en fait, dans l'univers Azure, de quoi il est question? Euh, L'hybridation Azure est un écosystème technologique dans lequel les charges de travail sont reparties entre les environnements classiques. Donc, les environnements classiques ici, ce sont vos centres de données existants, les différents environnements dans lesquels vous hébergez déjà vos applications et un environnement Azure. Pourquoi est-ce que aujourd'hui on développe la motivation d'aller sur des environnements hybrides versus aller sur un environnement 100% cloud? Il y a notamment plusieurs raisons qui peuvent motiver cela. On peut voir ici la flexibilité qu'offre l'environnement Azure d'aller consommer des ressources, de les adapter en fonction des charges de travail qu'on exploite au quotidien. Quand je parle de ça, je regarde ici la possibilité de faire varier les capacités des machines uniquement aux besoins et la possibilité d'exploiter aussi des services en tant que plateforme à ces services qui éliminera dans ce cas le modèle opératoire traditionnel qu'on connaît tous. Euh, on est Nous avons également la contrainte sur la souveraineté des données. Nous sommes basés au Canada et très souvent dans nos travaux, on fait face aux entreprises qui sont soumises à certaines lois administratives, c'est-à-dire
et l'administration leur impose d'avoir le plein contrôle sur la donnée. Ça peut être la donnée de l'entreprise, ça peut être la donnée des clients qu'ils gèrent au quotidien. Et on ne voudrait pas que cette donnée se retrouve potentiellement exposée chez un fournisseur et dont on n'a pas à 100% le contrôle. Je peux parler entre autres de la possibilité aussi d'aller exploiter les outils plus modernes, des technologies plus avancées que l'on dispose aujourd'hui, telles que l'intelligence artificielle, le stockage des données ou bien la possibilité d'analyser plus en profondeur les données de l'entreprise. Donc, pour répondre à tous ces besoins-là, l'environnement Azure offre différents types d'options, en fait, qui permettraient de gérer l'hybridation afin de répondre aux différents besoins que nous venons de mentionner. Donc, à l'écran, en fait, vous voyez une sorte d'architecture qui présente les différents modèles d'hybridation disponibles chez Azure. On peut les regrouper en 3 grandes catégories. Dans la première colonne, où c'est affiché Azure Cloud, ça, c'est un modèle d'adoption hybride où les entreprises iront consommer à 100% les charges de travail sur la plateforme Azure. Donc, toutes ces charges de travail seront hébergées dans les centres de données de Microsoft et en majorité, l'infrastructure physique en arrière est entièrement gérée et supportée par Microsoft. Donc, ici, dans ce modèle-là, on parle de consommer des services tels que du IaaS, de l'infrastructure à ce service, du PaaS, du plateforme à ce service et des plateformes SaaS également. Les 3 colonnes qui suivent, dans Azure Stack Hub, Azure Local, Azure Stack Edge, en fait, sont tous regroupés dans la catégorie Azure Stack. Azure Stack, ici, c'est un modèle d'hybridation qui offre la possibilité d'héberger une partie de l'infrastructure Microsoft dans son centre de données. Nous savons que les entreprises aujourd'hui possèdent des infrastructures aussi physiques parfois assez robustes ou avec les technologies telles que de l'hyperconvergé, que fait notamment VMware. Et cela donne la possibilité d'héberger une partie de l'infrastructure de Microsoft dans son centre de données et notamment de pouvoir consommer des services cloud hébergés dans son centre de données. Dans ce modèle-là, on peut distinguer 2 types également. Un modèle stack auquel le client utilise son infrastructure physique, dans son infrastructure hyper convergée, et un modèle qui est communément appelé le modèle Hardware as a Service, où c'est Microsoft, en fait, qui livre toute l'infrastructure physique et l'installe dans le centre de données du client. Donc, chez certains clients, on peut avoir totalement un rack dédié à cette infrastructure Microsoft, mais qui va être connecté à toute l'infrastructure réseau du client. Et le dernier modèle, en fait, Azure Arc, c'est un modèle qui se rapproche un peu plus au premier modèle, où on va aller consommer un service qui est hébergé chez Microsoft, qui est appelé Azure Arc, et qui donne la possibilité, en fait, de gérer toute son infrastructure de machines virtuelles qui est dans un centre de données physique à partir d'une composante Azure Arc qui est hébergée chez Microsoft. Donc, nous savons que traditionnellement, les entreprises utilisent des services tels que, utilisent des services tels que SCCM pour faire du patching ou des mises à jour des machines virtuelles. Et bon nombre d'entreprises veulent garder ces machines sur site, mais en même temps, ils veulent dédier la gestion sur des plateformes Microsoft, qui permettrait également d'avoir une meilleure sécurité, telle que le joindre des machines à des outils comme Microsoft Defender. Donc, grosso modo, ici, ce sont les 3 modèles d'hybridation qui sont couverts par Microsoft, mais nous allons aujourd'hui nous attarder beaucoup plus sur le tout premier modèle qui consiste à consommer des services sur la plateforme Microsoft et en même temps les interconnecter à notre infrastructure sur site qui est existante. Donc, nous allons parcourir les différents moyens, les différentes méthodes qui permettraient justement d'établir cette interconnexion, ce lien entre notre environnement physique et l'environnement Microsoft. Donc,
Ici, dans ce schéma-ci, je vous présente en fait ce modèle de fonctionnement hybride avec une interconnexion réseautique avec les centres de données existants qui permettrait en fait d'aller consommer différents types de services dans l'infonuagique que Microsoft. Et quand je parle de services, ça peut être du SaaS, ça peut être du PaaS. Du PaaS, ce sont les plateformes as a service, ça veut dire toute l'infrastructure qui héberge ces services-là est gérée par Microsoft. Même la partie système d'exploitation est totalement gérée par Microsoft, mais le client, en fait, lui va juste consommer la donnée sur ces plateformes. On peut distinguer plusieurs types de services tels que les services de base de données, SQL Server en mode passe, où on n'a quasiment plus de systèmes d'exploitation. La notion de patching n'existe plus, la notion de mise à jour disparaît totalement de l'écosystème. Tous ces services-là sont dédiés à Microsoft. Donc, ça sont les différents, on couvre ici les différents services, les machines virtuelles qui peuvent être utilisées dans Azure avec une interconnexion sur site, les différentes méthodes de surveillance qu'on peut avoir dans Azure qui permettraient également d'avoir une visibilité commune entre l'infrastructure qu'on a dans Azure et l'infrastructure que l'on dispose sur site. Super. Bon, pour réussir toute cette cohabitation de l'infrastructure traditionnelle avec une infrastructure moderne qui est Azure, bah, cela va prendre notamment des moyens d'interconnexion qu'offre également Azure pour pouvoir brancher les différents environnements entre eux. Donc, ici, Microsoft nous offre deux moyens possibles pour pouvoir faire une interconnexion physique entre un centre de données et l'environnement Azure. Le premier moyen ici, c'est qu'on va appeler la route express ou l'express route en anglais. L'express route, en fait, c'est un moyen d'interconnexion qui vous permet d'établir un lien qui peut être physique ou un lien direct entre votre centre de données et Azure. Et à travers ces liens, vous allez pouvoir consommer les différents services qui sont déployés dans votre réseau virtuel Azure. Ce qu'on voit en bleu, en fait, c'est le réseau virtuel Azure qu'on appelle communément un VNet, dans lequel vous pouvez déployer des machines virtuelles avec des adresses IP. Vous pouvez également déployer des services en mode pass dans les plateformes as a service, telles que des bases de données, et les mettre dans votre réseau privé. Ainsi, à travers la route express route, les services qui sont hébergés, les services qui sont disponibles dans le centre de données vont pouvoir communiquer avec les services qui sont dans Azure, comme si on était dans le même réseau privé. Et également, l'Express Route permet, dans un autre cas, de pouvoir connecter les services en mode SaaS. Les services en mode SaaS, ici, c'est tout ce qui est plateforme Office 365, tels que Dynamics 365, des outils tels que la Power Platform aussi de Microsoft, qui sont des plateformes SaaS totalement gérées par Microsoft. On n'a même pas la capacité, en fait, de pouvoir faire une mise à jour sur ces services-là. Tout ce qu'on peut faire, c'est les utiliser, en fait. On crée un compte d'Office 365, on peut les utiliser. Toute l'infrastructure en arrière est maintenue et gérée par Microsoft. Donc, à travers l'Express Route également, on peut rendre l'accessibilité à partir de notre réseau sur ces services SaaS en passant par l'Express Route. Je rappelle que ces services sont par défaut accessibles sur le réseau public. C'est d'ailleurs le gros intérêt d'utiliser des plateformes SaaS, c'est pour être accessible partout à travers le monde entier. Mais si la compagnie, pour des raisons ou une autre, veut accroître ses mesures de sécurité et rendre accessible ces services à de l'interne, cela sera possible à travers la route express. Bon, en termes de connectivité, qui offre cette connectivité express route? Microsoft, en fait, travaille avec des partenaires d'interconnexion pour pouvoir établir le lien entre votre infrastructure et Microsoft. Au Canada, on a quelques
partenaires connus qui sont quand même très implantés dans tous les centres de données de Microsoft. Je peux citer ici Megaport, Equinix, qui ont des points de terminaison quasiment dans tous les centres de données où sont hébergées l'infrastructure Azure de Microsoft. Donc, si vous voulez établir un lien ExpressRoute avec ces fournisseurs, vous pouvez directement, si vous avez votre infrastructure dans le même centre de données, vous pouvez souscrire à un abonnement pour un lien ExpressRoute et ils vont pouvoir établir un lien de niveau 2 avec votre infrastructure Azure. Il existe également d'autres fournisseurs qui font de l'interconnexion beaucoup plus de niveau 3 à travers les liens MPLS. Les liens MPLS, c'est dans la mesure où peut-être la mesure où vous n'avez pas votre infrastructure physique dans le même emplacement que les points de terminaison de Megaport. Donc, il va falloir que vous ayez une connexion avec un fournisseur capable d'acheminer à travers un lien MPLS la connectivité dans votre centre, dans votre propre centre de données. Bon, si on y va pour une interconnexion ExpressRoute, on a plusieurs cas d'usage. Prenons le premier cas d'usage dans Azure, vous avez un réseau virtuel ou une région dans laquelle vous voulez héberger vos environnements infonuagiques. Et vous avez un centre de données physique. Avec l'ExpressRoute, vous pouvez établir une redondance de connexion entre ces deux environnements. On ne se le cache pas, lorsqu'on offre un service dans une entreprise, l'une des priorités, c'est avoir de la disponibilité de ces services-là. Dans le SLA de ces services-là, très souvent, ces services sont souvent élevés. Et fonctionner avec un seul lien de connectivité, parfois, ça met l'entreprise en risque. Donc, pour avoir une disponibilité accrue, il est toujours conseillé en fait de faire une redondance des liens ExpressRoute. Et comme vous le voyez sur le schéma, vous avez la possibilité de connecter deux liens différents. Ça peut être deux liens avec deux fournisseurs différents sur le même réseau virtuel Azure. Et ça peut être le même fournisseur, mais on s'entend que si vous utilisez le même fournisseur pour assurer de la redondance, quelque part, vous maintenez un peu la faille parce que le fournisseur peut totalement être en panne. Et ce sont ces deux liens ou ces deux circuits ExpressRoute qui vont tomber en panne. Donc, on conseillerait d'avoir un fournisseur pour l'allocation A, pour le lien d'ExpressRoute A, et un autre fournisseur pour l'ExpressRoute B. Et dans le second cas, en fait, vous avez deux centres de données différents. Supposons que vous avez déjà une interconnexion qui existe entre vos centres de données. Donc, vos systèmes communiquent déjà du centre de données 1 vers le centre de données 2. Et vous mettez en place un environnement Azure dans une région 1 et un autre environnement dans une région 2. Donc, ça peut être une compagnie qui est localisée dans plusieurs pays, peut-être en Europe, en Amérique du Nord et en Europe en même temps, et qui a deux réseaux différents. Donc, vous pouvez connecter le centre de données qui est en Europe directement sur le réseau virtuel qui est dans la région européenne et l'autre centre de données qui est aux États-Unis sur la région 2 qui est aux États-Unis. Et ensuite, accroître la redondance entre les deux sites en faisant une interconnexion directe en fait entre la région 2 et le circuit express qui est sur la région 1. Et faire de même aussi pour la région 2 vers la région 1. Ça, c'est un scénario de redondance, je dirais, parfait, parce que dans tous les cas, si le site 1 tombe en panne, le site 2, il va prendre le relais et il va continuer à communiquer avec les charges de travail qui sont dans les deux régions Azure. Donc, on n'aura aucunement une perte de service. Si c'est la région 2 qui tombe en panne, on a également de la redondance qui va continuer à se faire dans la région 2. C'est pareil, si vous avez une région qui tombe en panne côté Azure et que vos deux régions Azure étaient en disaster recovery, donc on suppose que vous avez les mêmes charges de travail dans les deux régions, les deux centres de données vont continuer à consommer les charges de travail qui sont dans la région 1, comme si le service
on n'avait aucune perte de service. Donc, ça sont les différents moyens pour mettre en place une redondance au niveau du circuit ExpressRoute. Et en dernier cas, c'est un service supplémentaire qui est offert par Azure, qui est appelé Azure ExpressRoute Global, le Global Reach, en fait. Celui-ci, en fait, il permet de pouvoir faire communiquer deux centres de données qui ont deux circuits ExpressRoute différents directement à travers les circuits ExpressRoute. Je peux éliminer la communication avec les réseaux Azure. Le centre de données de San Francisco, ici, sera capable de communiquer à travers les circuits ExpressRoute directement. On peut éliminer ce lien entre les deux centres de données parce que cette communication peut être assurée par le circuit ExpressRoute. Mais on peut également maintenir ce lien et assurer la redondance entre les deux centres de données à travers le global reach. Et au-dessus, en fait, vous assurez la même redondance que nous venons de voir plus haut. Bon, on a couvert la connectivité avec l'ExpressRoute, les différents fournisseurs, les différentes méthodes utilisées par les fournisseurs pour établir une connexion ExpressRoute. Le dernier cas que nous avons ici, en fait, c'est la connectivité à travers des liens VPN, les liens traditionnels VPN. Nous savons que anciennement, les entreprises établissaient des connectivités, les moyens de communication entre deux sites en établissant des liens IPsec par VPN. Cela est possible avec Azure. Donc, si vous avez un centre de données, ça peut être un centre de données, ça peut juste être un bureau distant dans une agence de votre compagnie. Vous pouvez monter un tunnel VPN directement avec l'environnement Azure afin que la communication entre ces sites distants-là et Azure puisse se faire à travers le tunnel VPN, qui est d'ailleurs un meilleur moyen de se sécuriser. Donc, sur le site, en fait, vous allez avoir un routeur traditionnel. Ça peut être un routeur, ça peut être un pare-feu de quelconque nature. Et dans l'environnement Azure, vous avez la composante qu'on appelle le VPN Gateway, qui permet en fait d'établir le tunnel entre Azure et l'environnement sur site. Je rappelle que le VPN Gateway, en fait, c'est une composante qui est également utilisée pour l'ExpressRoute, à la différence que lorsqu'on l'utilise pour l'ExpressRoute, on ne va pas l'appeler VPN Gateway, mais on va l'appeler ExpressRoute Gateway. Mais au fond, c'est la même composante dont le paramètre est différencié uniquement lors de la configuration. Donc, vous avez juste une option à choisir lorsque vous configurez le Virtual Gateway, s'il est fait pour le VPN ou s'il est fait pour l'ExpressRoute. Et les modèles de Virtual Gateway changent aussi en fonction de la capacité que vous avez à fournir entre votre connectivité Azure et le centre de données sur site. Donc, je crois qu'il offre des capacités allant de 500 mégas jusqu'à 10 gigas. Donc, on a des Virtual Gateway de 500 mégas de bande passante, des Virtual Gateway de 1 giga, des Virtual Gateway de 2 gigas, 5 gigas et 10 gigas. Et dépendamment de la capacité que vous choisissez aussi pour votre Virtual Gateway, le prix va aussi varier en fonction. Donc, si on a notre VPN en place, il est aussi évident que la redondance sur ces liens-là est autant importante que lorsqu'on utilise l'ExpressRoute Gateway. Donc, on a différents moyens pour mettre une redondance en place, mais pour optimiser les coûts dans Azure, vous pouvez faire une configuration VPN qui va utiliser un seul Virtual Gateway. Donc, sur le même Virtual Gateway, vous pouvez monter plusieurs sites, plusieurs tunnels VPN. Ça peut être des tunnels VPN sur des sites distants, différents sites distants. Ça peut être des tunnels VPN sur un seul site distant. Donc, sur le même site, vous pouvez monter plusieurs tunnels VPN. Mais monter plusieurs tunnels sur le même site en utilisant le même Virtual Gateway, le niveau de redondance ici n'est pas aussi optimal que si on utilise
2 Virtual Gateway ou au-delà de 2 Virtual Gateway. Bon, l'un des cas et pas des moindres ici, l'un des services et pas des moindres qui est offert par Azure, c'est ce qu'on appelle le VPN usager, traditionnellement dans les entreprises. Nous savons tous que depuis la pandémie, plusieurs entreprises, en fait, ont opté pour le mode de télétravail. Et avec l'immigration des charges vers Azure, aujourd'hui, plusieurs compagnies ont des charges qui résident totalement dans Azure ou bien la grande majorité des charges de travail résident dans Azure et une partie infime réside dans le centre de données. Donc, Azure offre ce service-là d'établir des tunnels entre des postes utilisateurs et l'environnement Azure directement. Si on prend un scénario où 80% des charges de travail utilisées par les employés de l'entreprise sont déjà hébergées dans Azure et 20% sur site, peut-être on serait plus efficace d'établir directement un tunnel avec Azure que d'établir un tunnel avec le centre de données. Parce qu'en établissant un tunnel avec le centre de données, on augmente certainement la latence qu'il y aura entre le poste de l'utilisateur et l'environnement Azure. Donc, si les utilisateurs vont plus exploiter les charges de travail qui sont dans Azure, autant mieux faire des tunnels directement vers Azure. Donc, comme les autres méthodes de connexion, ils utilisent un Virtual Gateway, un VPN Gateway. Et pour ce VPN Gateway, il faut choisir l'option client VPN et non site-to-site VPN, comme on l'a fait précédemment. Et on va pouvoir monter autant de tunnels d'usagers possibles. Le nombre d'utilisateurs fait varier notamment le coût de consommation qu'on aura sur le Virtual Gateway. Donc, c'est une solution qui est assez aisée à mettre en place et qui fonctionne aussi bien que tous les autres clients VPN que l'on connaît déjà sur le marché. Bon, on a parlé du VPN site-to-site, de l'ExpressRoute. Ici, en fait, je vous fais comprendre qu'il est possible, en fait, de faire cohabiter ces deux méthodes de connexion entre eux. Donc, on a l'ExpressRoute, on a le VPN site-to-site. Nous avons vu précédemment qu'il est capable de faire de la redondance entre le centre de données, l'infrastructure sur site et Azure en utilisant deux circuits ExpressRoute. On peut également faire une redondance en utilisant plusieurs liens VPN, mais il est également possible ici d'utiliser l'ExpressRoute et le VPN en fait pour assurer cette redondance. Et c'est ce que beaucoup d'entreprises optent de nos jours en fait. Le circuit ExpressRoute, on s'entend, il a des coûts un peu plus élevés que le VPN parce que on a la composante Virtual Gateway qu'il faut payer dans Azure en fonction de la capacité qu'on veut consommer dans notre tunnel. On a la composante circuit ExpressRoute qu'il faut payer dans Azure. Et également, on n'oublie pas les frais qu'il faut payer aux partenaires de connexion. Donc, on a parlé tantôt de Megaport ou bien d'un fournisseur Internet qui fait de la connexion niveau 3 à partir du MPLS. Donc, les coûts sont notamment plus élevés. Par contre, si on est dans une situation d'utilisation du VPN, les seuls coûts à considérer, ce seront les coûts du Virtual Gateway. Et on considère que l'infrastructure sur site, elle est déjà existante. Donc, vous voyez qu'avec l'ExpressRoute, on a 3, mais avec le VPN, on a 2. Mais le VPN offre notamment beaucoup plus de fiabilité et le temps de réponse plus élevé que les VPN. Donc, pour les compagnies qui ont vraiment besoin d'une interconnexion fiable, une interconnexion rapide, une interconnexion, je dirais, beaucoup plus disponible, on opterait pour l'ExpressRoute. Et le VPN, en fait, viendrait comme une mesure de secours donc, en cas d'indisponibilité de l'ExpressRoute. Donc, bon, comme je l'ai dit tantôt,
le Virtual Gateway, c'est la même composante pour les deux, mais à la seule différence qu'au déploiement, il faut dire qu'on déploie en lien ExpressRoute ou quand on déploie en lien VPN. C'est la raison pour laquelle on ne peut pas faire cohabiter les deux liaisons ExpressRoute et VPN sur le même Virtual Gateway. Donc, chacun doit être dans son Virtual Gateway. Et ensuite, le reste, c'est de la réseautique, du routage à mettre en place pour être sûr que à chaque fois que ce lien va tomber en panne, ça peut être une détection automatique qui va router le trafic automatiquement sur ce virtual gateway, ou ça peut être des préfixes, en fait, des préfixes spécifiques qui vont être définis pour être routés sur chacun des tunnels. Donc, je prends un exemple. Nous avons le réseau 10.100.0.0.16 qui est sur ce site, le site HQ, et on a le réseau 10.30.0.0 qui est sur le site on-premise. Et à partir d'Azure, on voudrait que tout ce qui est 10.30.0.0 puisse directement être routé à travers le VPN Gateway. Et tout ce qui est 10.100 puisse également être routé à travers l'ExpressRoute. Donc, tout ça, c'est de la configuration réseautique à mettre en place. Il y a du routage BGP à mettre en place et peut-être de l'OSPF à mettre en place également pour pouvoir faire de la détection automatique des routes. Donc, grosso modo, nous avons couvert ici les différentes méthodes d'interconnexion réseau qui sont offertes en fait pour couvrir cette cohabitation entre votre environnement Azure et votre environnement sur site. Et ce sont des méthodes qui sont assez efficaces, des méthodes assez pratiquées sur le marché. Et si on fait juste un survol rapide des technologies, mais dans les sessions de formation que nous allons offrir un peu plus tard, notamment sur la réseautique avancée côté Azure, on ira vraiment plus en profondeur sur comment mettre en place ces solutions-là. C'est quoi les configurations qu'il faut prendre en compte? C'est quoi le routage qu'il faut prendre en compte? Donc, nous ne pouvons pas le couvrir dans ce webinaire. Super, super bellement. Effectivement, je prenais mes notes, mais je vais réserver mes commentaires pour la fin. Je regardais juste le chrono, donc on a encore à OK. peu près 10 minutes. Merci, Olivier. On va le Super. couvrir. Donc, mettre une hybridation en place, ça implique aussi d'avoir une gestion du service DNS assez robuste et assez importante. Nous savons que rien ne fonctionne en réseau dans le centre de données si la résolution DNS n'est pas mise en place. La résolution DNS ici, en fait, c'est la capacité à l'infrastructure, aux différents services, de pouvoir retrouver l'adresse IP du service qu'on veut joindre de l'autre côté. Parce que toute la communication dans un réseau se fait à travers ce qu'on appelle des adresses IP. Traditionnellement, dans les centres de données, les DNS sont configurés sur des machines, ça peut être des machines virtuelles, ça peut être des machines physiques, dépendamment de votre infrastructure. Et chaque machine, en fait, est configurée à obtenir l'adresse IP de ce serveur DNS pour pouvoir faire de la résolution. Mais lorsqu'on se rend dans l'univers Azure, on a plusieurs contraintes. On a les machines virtuelles à gérer à travers le service IaaS. Nous avons des services en mode plateforme as a service qu'il faut gérer parce que ces services vont également être branchés sur le réseau privé. Donc, je prends l'exemple des bases de données. Si nous avons un service web qui roule dans le centre de données et qui doit pouvoir joindre une base de données qui est dans Azure, il faut que la machine qui est sur site puisse faire de la résolution pour joindre la base de données parce qui est dans Azure. Donc, pour pouvoir gérer le service DNS, on a deux possibilités. On peut reconduire le modèle qu'on a en prémisse, c'est-à-dire dans Azure, on va déployer ce qu'on appelle des machines virtuelles. Ça peut être du Windows, ça peut être du Linux, et on va configurer nos DNS comme ils existaient sur site. Et on va, sur les différents réseaux virtuels, on va renseigner l'adresse IP de ces DNS-là. Donc, toutes les charges de travail qui vont se trouver dans ce réseau virtuel, en fait, ils vont utiliser l'adresse IP du DNS qui est renseignée sur le VNet pour pouvoir faire de la résolution. Par contre, pour les services PaaS, ça devient un peu plus contraignant parce que les services PaaS, très souvent, vont fonctionner avec leur propre zone DNS.
Si vous prenez le service PaaS tel que SQL Server, il a sa propre zone qui est sql.azure.com. Vous prenez le service de stockage tel que des blob storage, ils ont leur propre zone qui est blob.azure.ca. Très souvent, on va conseiller de maintenir ces zones privées parce qu'en arrière, il y a les fonctionnalités de certificats qui viennent s'attacher à ça. Donc, pour pouvoir résoudre au problème de résolution des services PaaS, Azure a mis en place un service supplémentaire qui s'appelle le Private Resolver. Le Private Resolver, en fait, c'est permettre aux différentes chargées qui sont dans Azure de pouvoir faire leur résolution à travers un service totalement géré par Microsoft. J'appellerai ça un service SaaS qui est totalement géré par Microsoft. Donc, que l'on veut faire la résolution sur le réseau privé ou bien de la résolution publique, tout le trafic va passer par la résolution Azure. Maintenant, le Private Resolver, en fait, il permet de communiquer avec nos serveurs DNS qui sont existants sur le site. Donc, si on a un domaine existant, par exemple, onpremise.company.com, qui est configuré sur nos DNS, si une machine d'Azure veut résoudre ce nom de domaine, il va passer par ce qu'on appelle du Private Resolver Outbound pour pouvoir contacter nos DNS existants et obtenir l'adresse IP dont il a besoin. De même, si une charge de travail qui roule dans Azure veut résoudre un service PaaS qui roule, alors, si un service qui roule dans le centre de données veut joindre un service qui roule dans Azure, un service PaaS qui roule dans Azure à travers sa zone privée, non, ça peut être cette zone-ci, azure.api.net, ben, il va contacter le service Azure qui s'appelle le Inbound DNS. Le Inbound DNS va être capable de transférer la requête au service de DNS Azure sur lequel on aurait rattaché les différentes zones privées des services PaaS. Donc, toute cette mécanique, en fait, il permet de maintenir le service de DNS existant parce qu'une compagnie qui a déjà un domaine, ils ne vont pas facilement changer le domaine parce qu'ils migrent dans Azure. Donc, ils vont maintenir le même domaine, ils vont peut-être maintenir les mêmes DNS, mais on va venir ajouter à ce service DNS les composantes Azure, en fait, qui permettraient d'avoir une fluidité dans la résolution. Donc, comme je dis, ça sont les différents aspects. On ira vraiment plus en profondeur lorsqu'on va aborder les formations sur le réseau Azure. Bon, on parle de migration, l'hybridation. Pourquoi, en fait, le modèle hybride fait de l'interconnexion entre Azure et vos centres de données est si importante aujourd'hui? Bah, on a identifié ici quelques points qui poussent aujourd'hui les entreprises à adopter ce modèle. Notamment, beaucoup d'entreprises ont fait des investissements majeurs au niveau de l'infrastructure locale avant l'arrivée de la pandémie. Quand je dis l'infrastructure locale, c'est les systèmes VMware qui ont été renouvelés, les technologies d'hyperconvergé sur site qui avaient un peu pris de l'ascendance ces dernières années. Donc, beaucoup d'entreprises veulent rentabiliser cet investissement-là avant de s'en aller dans le cloud. Et notamment, avec un modèle hybride, on peut facilement faire une migration progressive parce qu'on a une importante charge de travail existante sur site. Ce n'est pas facile de les transporter directement dans un environnement Azure parce que lorsqu'on va le migrer d'Azure, ça peut prendre soit du refactory, donc on va chercher à aller bénéficier des avantages qui sont offerts par les différents composants Azure, que ce soit les composants PaaS qui offrent la flexibilité en termes d'adaptabilité, en termes de charge de travail, de flexibilité en termes de coûts, dont on paye uniquement lorsqu'on a utilisé. Donc, les entreprises veulent bénéficier de ça, mais ils veulent y aller progressivement. Et c'est là où le mode hybride prend également toute sa place. Et on peut également mentionner ici la possibilité d'utiliser des technologies beaucoup plus modernes du marché, telles que l'intelligence artificielle, le forage des données ou bien l'analyse poussée des données. Je prends plusieurs compagnies aujourd'hui utilisent des outils de journalisation tels que Sentinel, Microsoft Sentinel, et il va également journaliser toute l'infrastructure qu'on a sur site. Et ça prend éventuellement une interconnexion entre
nos centres de données et Azure pour pouvoir remonter tous ces journaux. Donc, la gestion unifiée, de l'infrastructure. Donc, Azure en mode hybride donne la possibilité à travers Arc de pouvoir unifier également. Si on a l'infrastructure qui est encore existante sur site, on peut également la gérer dans Azure et la combiner avec tout ce qui avait déjà été déployé dans Azure comme étant une seule infrastructure en fait. Donc, ce sont tous ces avantages qui sont couverts par le mode hybride. Il va sans dire qu'il y a toujours des enjeux majeurs lorsqu'on s'en va vers une adoption d'une nouvelle technologie, de nouvelles façons de faire, dont il faut prendre en compte avant de se lancer. Donc, gérer cette dualité exige une équation fine pour éviter des silos et les redondances. Bon, ici, on va beaucoup plus toucher le modèle opératoire des entreprises. On sait que les entreprises sont déjà formatées peut-être pour avoir des équipes spécifiques, bases de données, réseau, gestion des serveurs. Mais lorsqu'on s'en va dans le cloud de façon hybride, il faut être sûr que la transition entre ces équipes se fasse aussi de façon fluide. Non, les environnements doivent être compatibles pour éviter des blocages liés aux fournisseurs et au format. Le risque de coût, le coût est très important dans Azure, surtout lorsqu'on est en mode hybride, il faut faire très attention. Le piège dans lequel certaines entreprises se retrouvent souvent, c'est la duplication des coûts. Donc, on se retrouve dans un modèle où les mêmes besoins qu'on répond sur site, on est en train de vouloir les répondre Des fois. avec Azure. Ça double parfois les coûts. Donc, tout cela demande une gouvernance assez minutieuse, en fait, pour être sûr qu'on n'échappe pas à quelque chose. Donc, grosso modo, on a couvert ici les méthodes de connexion et les intérêts vraiment d'avoir une hybridation avec Azure. Et Super, super. je vous inviterai en fait de nous rejoindre dans les prochaines séances pour que l'on puisse approfondir ces domaines. Super, super, D'accord, super, Olivier, super. qu'on a couvert l'ensemble. Oui, 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 oui. Ben, je prenais des notes, bellement. Donc, merci. Merci pour la présentation. Je vais juste remarquer que Belmont a d'autres présentations à faire. Donc, je pense au courant du mois de novembre ou à la fin de ce mois, on a une présentation sur la visibilité des infrastructures infonuagiques. Et puis, on a des scénarios également on a également des scénarios d'interconnectivité pour des organisations. Donc, on va couvrir un peu plus spécifiquement d'ici le mois de novembre ou de décembre. Donc, Belmont a plusieurs autres présentations comme ça qui sont prévues. Si vous avez aimé celle-ci, je pense que ça va être également pour ces autres-là un régal. Je voulais aussi mentionner, une mention que toutes les illustrations qui ont été dans cette présentation-là, Belmont est certifié Microsoft. Squad Plus, nous sommes partenaires Microsoft, donc elles sont en fait les références. Là, c'est la documentation de Microsoft pour la plupart Microsoft Land. Alors, Belmont, merci pour la présentation. On est revenu sur les scénarios d'interconnectivité hybride. J'ai pris mention, là, tu as parlé d'interconnectivité Express Route. Tu as beaucoup parlé du Express Route, des Oui, scénarios dans lesquels on les met en œuvre, des connectivités de niveau 2, de niveau 3. Je crois qu'il y a aussi eu un point d'orgue au niveau des configurations DNS avec en tout cas du côté Express Route, il y avait le Express Route Global Reach et puis du côté DNS, il y a eu le Private avec DNS Resolver. Resolver. Oui, Exactement, c'est ça. exactement. Donc, juste mentionner que pour ces, effectivement, comme tu le disais, si on va aller plus loin, c'est sûr qu'une heure ne sont pas suffisantes et on a voulu donc donner l'occasion là à tous ceux qui sont sur le webinaire là de pouvoir poser quand même rapidement des questions. Donc, on va aller dans la section des questions Belmont, juste Ouais. voir s'il y a des questions avant qu'on aille dans la dernière section de notre webinaire. Je vais à l'occasion activer les micros là si jamais vous avez des questions. Donc, en principe, les micros devraient être activés si jamais vous avez des questions.
les poser dans le chat si... Vous pouvez les poser dans le chat ou vous pouvez aller directement vocalement. Oui, Junior. Alors, bonjour. Oui. Bonjour. Alors, bonjour, bonjour. Et bon, j'ai pas vraiment de questions, mais je tiens à vous remercier parce que c'était quand même enrichissant et puis il y a beaucoup de points qui ont été abordés qu'on avait vus ensemble et avec Sadio. Mais je pense que c'est vraiment enrichissant et vu que moi aussi je suis en mode formation, je suis en train de préparer la certification et c'est quand même vraiment enrichissant et je tiens à vous remercier. OK, parfait. Ça fait plaisir, Junior. Merci, Junior. Merci. Effectivement, c'est sûr que si vous avez fait un cours avec Squad Plus Academy, que ce soit le cours Azure Infrastructure et Déploiement que l'on offre là en collaboration avec le Collège Maisonneuve ou bien le cours Azure Notions fondamentales, il y a des notions qui reviennent. C'est sûr que le webinaire ici, il est un peu plus dans un contexte, on va dire, de réseautique avancé. Il y a des solutions, peut-être pas des services, mais il y a des solutions ou des fonctionnalités qui sont un peu plus avancées par rapport à ce qui est couvert dans ces cours-là. D'ailleurs, on va regarder c'est quoi le curriculum de formation là que l'on propose là si vous voulez aller un peu plus loin avec les thèmes qui ont été abordés dans ce webinaire. Donc, merci. Alors, je vois qu'on n'a pas d'autres questions. Je vais juste lancer aussi le sondage. Vous allez recevoir un sondage. Donc, n'hésitez pas à nous donner vos commentaires. OK. Donc, alors, au fond, là, pour aller un peu plus loin avec ce que vous avez reçu dans ce webinaire, Squad Plus Academy veut lancer une nouvelle formation au courant du mois d'octobre. Donc, dans quelques semaines, nous lançons la formation AZ 1002, configurer un accès sécurisé à vos charges de travail à l'aide du réseau virtuel Azure. Donc, c'est une formation qui va être axée réseau. Et la bonne nouvelle, c'est que c'est Belmont qui va offrir la formation. Donc, vous avez dans le contenu de la formation, on revient quand même sur, si vous avez déjà une expérience dans le portail Azure sur certains préalables, la configuration de réseau virtuel, le peering, mais je pense que ce qui va vraiment être intéressant dans cette journée de formation, parce que c'est une formation d'une journée, ce qui va vraiment être intéressant, Belmont, ça va être le projet guidé dans lequel on va avoir une expérience hands-on avec les participants. Donc, la formation est prévue le week-end, en journée, un samedi de 8h à 17h. Vous viendrez passer la journée avec Belmont pour qu'il puisse partager non seulement son expérience, mais également vous puissiez échanger sur les concepts de réseautique qui vont être présentés dans cette formation-là. Si vous voulez vous inscrire à la formation, il y a un code promotionnel pour 50% de réduction qui va être disponible. Vous n'auriez qu'à scanner le code QR qui s'affiche en ce moment sur l'écran, ou bien vous pourriez vous rendre sur notre place Marketplace, sur notre place de marché Marketplace, et bien sûr, commander pour participer à la formation. Comme d'habitude, nous limitons le nombre de places à 10 participants parce qu'on aimerait avoir une expérience un peu plus rapprochée avec le formateur qui va dispenser la formation et donc qui sera Belmont. Alors, dans le curriculum également des formations, Belmont, si tu veux aller à la dernière, donc, il y a cette formation qui s'en viendrait, mais il y a également la formation au travail avec Belmont pour être capable de pouvoir dispenser la formation AZ700, le Azure Network Engineer. Donc, on travaille là-dessus. On pense que d'ici le mois de janvier, on pourrait être capable de pouvoir la dispenser. Donc, on irait encore un peu plus loin en termes de formation sur l'utilisation de la plateforme Azure pour la configuration réseau. Belmont, toi qui as déjà fait cette certification, on s'en est pas parlé. Est-ce que tu peux dire un mot sur cette certification-là? Sur la certification réseau, elle couvre en fait vraiment plus en détail tous les aspects que nous avons parcourus aujourd'hui avec des laboratoires pour être sûr que vous êtes capable d'implémenter. Mais ça va aussi couvrir toutes les composantes de la réseautique Azure. Donc ici, je veux parler de l'utilisation des load balancers, je veux parler de l'utilisation des applications gateway, des services front door. Donc, tous les services qui tournent autour de l'écosystème
comment vous pouvez les mettre en place et comment vous pouvez les implémenter dans une architecture optimale, en fait. Super, super. Et, Donc, en fait, sans oui. oublier aussi, peut-être, sans oublier aussi le volet supervision et monitoring de votre réseautique infonuagique. Infrastructure, réseau, effectivement, effectivement. Et dans ces aspects-là, on s'est peut-être plus appesanti sur l'info nuagique Azure. Ce qu'il faut dire, Belmont, c'est qu'on a une capacité aussi de pouvoir utiliser ces outils ou ces compétences pour pouvoir gérer nos infrastructures qui se trouvent dans d'autres plateformes comme AWS, puisque tu es également certifié Oui, AWS Network Specialist. exact. Bon, oui, aujourd'hui, on a beaucoup plus couvert le mode hybride parce que le mode hybride parle d'une infrastructure traditionnelle. L'infrastructure traditionnelle, c'est l'infrastructure sur site. Mais, comme Olivier le dit, vous avez la possibilité également de faire monter ça uniquement dans les environnements infonuagiques, que ce soit Azure, AWS, GCP et OCI. Vous pouvez les faire communiquer entre eux, mais là, on va plus parler du multi-cloud que du mode hybride, en fait. Effectivement, effectivement. Mais vous pouvez faire du multi-cloud couplé à de l'hybridation. Aussi. On est dans de l'infinité dans les possibilités. Alors, pour nous, c'est vraiment un plaisir. Ça va être un plaisir pour nous de vous accueillir également dans cette classe de formation. Nous sommes pratiquement à la fin de notre webinaire. Donc, n'hésitez pas, nous avons 2 autres sessions prévues de webinaires aussi ouvertes et gratuites avec Belmont. N'hésitez pas à vous enregistrer si vous voulez les suivre ou si vous voulez les suivre en replay aussi. N'hésitez pas à vous enregistrer. Et Belmont, peut-être le mot de fin. Je vous remercie d'avoir participé à ce webinaire et ça m'a vraiment fait plaisir de partager ce contenu avec vous. Je vous invite à nous rejoindre dans les prochaines séances. Les prochaines séances, tout à fait. Merci Belmont, merci de ta disponibilité et merci à tous les participants. De cette joie de participer à tes connaissances. Merci à tous et à bientôt. Prochain webinaire. À bientôt. Au revoir.